Premier film dont je voulais parler très rapidement, Mac Walter, réalisé par Simon Astier, donc frère du roi des choux-fins, Alexandre Astier, hein, le dieu des choux-fins même, qui réalise cette comédie un peu qui est la suite de Mac Walter, et en fait c'est vraiment le truc du too much quoi. Moi j'aimais bien les vidéos Mac Walter à l'ancienne, j'avoue que c'est pas ce que je préférais sur YouTube, j'étais plus team Kemar, tout ça, team vraiment absurde, Vincent Tirel d'ailleurs qu'on voit dans le film et qui a une des meilleures scènes je trouve, et j'avoue que Mr V je le trouve très très drôle dans le youtubeur, mais là c'est too much. Le film dure quand même 1h46 et ça comble énormément en voulant se prêter au jeu de faire un vrai film entre guillemets, donc moi pour... leur définition d'un vrai film n'est pas celle que je veux, hein, on va dire. Genre vraiment, c'est le truc de il faut qu'il y ait un scénario en 3 actes, il faut qu'il y ait un méchant, il faut qu'il y ait un tel truc, il faut que ce soit une parodie d'un film d'action. Du coup, ça se perd vraiment dans ce truc de vouloir faire un truc très très long, avec beaucoup de vide, enfin, essayer de combler au max pour que ça dure le plus longtemps possible, pour que ce soit vraiment un film, entre guillemets. Alors, comme si un film pouvait pas durer 40 minutes, comme si un film pouvait pas durer 20 minutes, bref. Ils sont pas prêts à ce débat, je pense, parce qu'ils sont pas dans la même recherche de cinéma. Si ça avait été un film d'1h30, mais très drôle, genre La Cité de la Peur, que je trouve c'est quand même un classique des comédies françaises, où ça balance des vannes à la chaîne, mais il y a que ça, quoi. Il y a que ça, et c'est très marrant. Mais là, en fait, il se prend trop au sérieux, le film, je pense, parce qu'il a envie de vraiment, je sais pas, de kiffer sur les films d'action peut-être, mais c'est même pas si bien fait, quoi. Et il y a des scènes d'action où il y a pas de vanne, où juste il y a une vanne vite fait, où genre, il va se faire, il se prend une balayette, puis il va crier de manière aiguë, et t'es en mode, ah oui, d'accord, ok, ouais, bon, on peut passer à autre chose. Il y a des scènes un peu drôles au début, celle du chapeau, du sombrero à l'aéroport, je pense que j'ai pleuré de rire quand même, faut le dire. Et celle du mime avec Vincent Tirel, mais sinon, franchement, ça vaut pas la peine d'être vu, quoi. C'est trop triste parce que, bon, Mr V, moi, je reste un fervent soutien. Je trouve très, très, très drôle. Mais juste là, ils se sont lancés dans un projet qu'ils maîtrisent pas. Après, il y a des vannes, franchement, qui sont assez drôles, mais il y en a pas assez. Genre la vanne du doublage, le fait que tous les personnages soient doublés par Freddy Gladieux et tout. C'est des trucs rigolos, quoi, des petites idées. Mais le film se repose pas sur des petites idées, quoi. C'est vraiment pas fou, quoi. Donc voilà. J'ai regardé un truc récemment, hier, qui est The Brown Bunny, excellent film, qu'aurait pu être mieux quand même, de Vincent Gaillot. On va pas parler de Vincent Gaillot aujourd'hui, parce qu'il faudrait, on pourrait en dire beaucoup. C'est un mec, pour ceux qui ne le savent pas aujourd'hui, qui est trumpiste de fou, qui a eu des takes absolument horribles. Mais à l'époque, c'était pas le cas, ok. Et j'ai piraté le film, donc je m'en bats les couilles. Voilà. Il était déjà limite. Ça arrange pas ma version des faits. Je vais pas te mentir. Mais bon, peu importe. Vas-y, on s'en bat les couilles, c'est pas grave. Et nique ta mère, Charlie Kirk. Bref. The Brown Bunny, ça raconte en gros l'histoire d'un mec qui fait de la moto et qui, en gros, qui va en Californie pour une autre course, en fait. Et qui, du coup, pendant son road trip, c'est un film road trip, va du coup avoir beaucoup de souvenirs de son ex-amante Daisy, jusqu'à la revoir, on va dire. Mais en vrai, je vais spoil le film. Je le trouve franchement intéressant sur plein de trucs. Je trouve qu'en fait, c'est un peu un truc à l'avant-garde des films que j'aime beaucoup en mode cinéma indépendant états-unien, comme les Safdie, comme les films de Kelly Richard, comme les films de Sean Baker. Sachant que c'est en 2003. Bon, Kelly Richard, elle avait déjà commencé à l'époque, faut quand même lui rendre faut pas déconner quand même, hein, c'est une vieille de la veille. Sean Baker, je crois qu'il commençait à peine, après les Sadis sont beaucoup plus jeunes, donc ils ont commencé après. Mais bref, il y a un truc vraiment de le cinéma états-unien, de montrer un peu l'Amérique un peu moche, comme on a déjà beaucoup dit quand on parlait de Kelly Richard, de montrer des gens qui sont, je sais pas si c'est un prolétaire, mais il a juste sa moto et un camion, et je sais même pas s'il a une maison en fait dans le film, je pense qu'il est un peu nomade, bref. Mais du coup, c'est à montrer cette marginalité qu'on voit beaucoup dans Kelly Richard et dans Sean Baker, d'ailleurs dans un premier temps on va parler. Une moto et un rêve, exactement. Et des avis trumpistes et misogynes. Et anti-avortement. Mais bref, là où moi j'ai des regrets, c'est qu'en fait je le trouve super fort dans les moments où il interagit avec des gens. Le problème c'est que c'est un film sur la solitude. Et du coup forcément il est très très seul dans le film. Il y a beaucoup de moments de flottement. Il se permet des choses parce qu'on peut se permettre quand c'est du road trip de mettre des moments un peu playlist parce que en fait c'est pas grave, on filme la route et ça fait beau et voilà, et même Kelly Richard elle l'a fait, il y a pas de souci. Mais je trouve que c'est un peu trop conventionnel par rapport à ce qu'il veut être, parce que franchement c'est un mec qui se fait c'est un personnage Vincent Gallo. Je trouve plus intelligent dans les Sean Baker et dans les Kelly Richard l'aspect road trip qui est un peu plus détourné. Par exemple dans les Kelly Richard elle a un truc de toujours vouloir montrer des gens qui sont pauvres et du coup qu'en fait ils sont en road trip constamment dans leur vie, pas par choix. Parce qu'en fait ils sont nomades, parce qu'ils n'ont pas de quoi s'acheter une maison. C'est le cas dans Wendy and Lucy par exemple. Dans All Joy, bon ils ont une maison, mais en fait c'est plus une sorte de parenthèse qui se crée, enfin bref, il y a ça. Et Sean Baker lui c'est différent, il va créer un road trip un peu à taille beaucoup plus humaine, parce que lui il va très souvent filmer l'Amérique qui est piétonne, qui n'a pas de permis, qui n'a pas de voiture. C'est le cas notamment dans Red Rocket récemment, et c'est le cas aussi dans celui que j'ai le plus adoré je pense de Sean Baker, qui est Tangerine, où là c'est vraiment piéton quoi. C'est deux meufs, c'est deux prostituées qui en gros sont dans une sorte d'épopée catastrophique, parce qu'en gros leur Mac est en train de canner une autre meuf, et ça devient enfin bref un truc très dramatique, mais bref c'est super intéressant. C'est un petit film à l'iPhone d'ailleurs, j'en reparlerai un jour je pense, si on n'a pas déjà parlé. On a déjà parlé je crois en vrai dans la tier list, hein. Mais du coup The Brown Bunny, il y a quelque chose qui manque, et du coup là je vais un peu spoil, désolé, je vais même complètement spoil. La scène de fin est franchement très très belle, mais trop explicite. En gros la scène de fin, il finit son road trip après avoir du coup vu beaucoup de filles. À chaque fois il est attiré par des filles qui ont des prénoms de fleurs, parce que Daisy ça veut dire Marguerite je crois. À un moment il croise une meuf qui s'appelle Lily, il y a une Violette aussi, et il y a
La dernière, c'est Rose, je crois. Bref. Et du coup, il recroise enfin Daisy, son amour de toujours. Au début du film, il va chez la mère de Daisy en mode bon bah voilà, est-ce qu'elle est là parce que bah elle me manque et tout. Et la mère a l'air un peu du père. Et je pense que c'est des actrices amateurs. Et c'est une de mes scènes préférées aussi parce que tu vois vraiment le malaise qui se crée. Et je trouve qu'il le retranscrit bien. Si le film avait été plus rempli de séquences comme ça, je pense qu'il aurait été encore mieux. Mais du coup, la scène de fin est vraiment bien. Elle dure quand même facilement 20-25 minutes, je pense. Et en gros, il retrouve Daisy, elle arrive, c'est très gênant, quoi, le truc un peu comme dans les parapluies de Cherbourg, des anciens amours qui se retrouvent, il n'y a pas forcément d'amour, il y a juste encore de l'affection, mais dû à une sorte de solitude des deux côtés. Et du coup, ils finissent par s'embrasser, coucher ensemble, il y a une scène de sexe non simulée, qui a un peu fait un scandale à l'époque, il y a une scène de fellation, qui est totalement donnée en 4K, hein, on va pas se mentir, mais bon, qui est intéressante dans ce que veut dire le récit, quoi. D'autant plus parce qu'il va suivre. Ce qui se passe après dans le film, c'est que du coup ils couchent ensemble. Au final, quand elle lui fait sa fellation, il lui dit des trucs un peu bizarres, un peu en mode humiliant, en mode ouais, en gros t'as couché avec d'autres mecs, tu le feras plus, truc comme ça. Elle fait oui, pas de souci, enfin bref, voilà. Et après il s'embrouille un peu, il finit par l'insulter après le sexe et lui dire ouais, en gros t'as couché avec d'autres mecs, il finit par pleurer et tout, je t'ai vu à cette soirée hein, quand tu t'es drogué avec eux et tout. Et en fait tu te rends compte au fil du moment où il le raconte et comment la manière dont la meuf répond qu'en fait elle s'est fait totalement violer en fait dans cette soirée. Et t'es en mode oula, là c'est chaud du coup. Donc t'es en mode ok, en fait il s'en veut, il est avec elle, il s'en veut qu'elle soit faite violer, qu'il ait rien fait parce que du coup il a rien fait tellement il était sidéré et tout. Et en fait non, elle est morte à cette soirée. Voilà, c'est ça le plot twist du film, c'est qu'en fait il apprend que la meuf est décédée ce soir-là et en fait elle était pas vraiment avec lui dans cette chambre. Et moi je trouve que il y a le côté choc qui arrive, le côté switch dans le scénario, un peu comme dans Sirat, lol. Mais j'aurais préféré qu'il soit un truc beaucoup plus ambigu. J'aurais préféré qu'il y ait un truc plus bon, bah ils se retrouvent. En fait les moments déjà où ils se commence à s'embrasser, moi déjà je ressens un malaise, mais un malaise jouissif parce que c'est un malaise de cinéma, donc forcément je suis en mode ah ouais, j'aime bien ce que je vois, j'aime bien comment c'est retranscrit. Et je ressens un malaise de deux personnes qui du coup sont tellement seules, tellement marginalisées, qui ne peuvent que se ramener l'un à l'autre et qui n'ont pas le choix. Et bref, je trouve ça génial. Mais du coup, cette jouissance, enfin pas cette joie, mais cette joie-là que j'ai eue, elle est un peu remplacée par ce truc de ah ok, ouais, plot twist, bon. Voilà, je trouve quand même fort ce plot twist, tu vois. Mais le film aurait pu se terminer un peu plus tôt sur un truc plus ambigu, peu importe, on aurait pu quand même interpréter qu'elle était morte quoi qu'il arrive, parce qu'il y avait des petits indices quand même qui sont laissés avant. Donc voilà, donc Brown Bunny, film intéressant, film quand même très intéressant à regarder et très plaisant, mais pas si radical, voilà, pas si radical. Du coup, Brown Bunny, voilà. Ensuite, j'ai été voir du coup à la Cinémathèque, beaucoup, je crois qu'il y en avait 9, ouais, c'est 9 films de Piala, court-métrage, qu'il a réalisé en fait pour la télévision française à l'époque, pour les Chroniques de France, je crois. Et il y a franchement du bon et du moins bon. Puis là, c'est quand même un personnage un peu comme Jean Eustache, un petit peu qui aime bien être détestable. Il a fait beaucoup de déclarations en mode ouais, voilà, la nouvelle vague, voilà, moi je les ai laissés faire leurs conneries, puis je suis arrivé après, quoi. Ou alors, enfin, en fait, il avait une sorte de rancœur de ne pas y avoir été. Bon, faut quand même avouer que dans les années 60, quand Godard et consorts faisaient des trucs de fou, bon, il y a quand même des trucs bien hein, dans ces films-là, mais c'est pas non plus le Piala qu'on a connu. Et là, en vrai, c'est dit d'un fan de Piala. Pour moi, c'est le plus grand réalisateur de tous les temps, peut-être Piala. Mais voilà, quoi. Après, bon, il est bridé par le fait que tu dois faire des reportages, donc forcément, c'est même pas forcément du cinéma. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi il y a eu cette projection, mais ça reste intéressant. Mais c'est pas des films, quoi. C'est pas des courts-métrages, c'est des chroniques, quoi. C'est des reportages. Mais il y a franchement des trucs trop cool, notamment celui que moi j'avais adoré. Alors, je vais mettre ceux que j'ai bien aimés. Il y a Luc Denhomme sur Lyon que j'avais bien aimé. Il y avait La Parisienne et les grands magasins, Van Gogh évidemment, et Agnès Varda-Tourne. La Parisienne et les grands magasins, je l'aime beaucoup parce que en gros, ça filme en gros les Galeries Lafayette, j'imagine un truc comme ça, quoi. Enfin, il y a un grand magasin du coup pendant les soldes et ça s'attarde énormément sur des regards de meufs en fait, sur pas forcément le pire c'est que c'est pas oui c'est pas sorcier, je vais en parler après, ça c'est une catastrophe, mais je pense que c'est pas sa faute, mais la Parisienne et les grands magasins du coup c'est un peu la foire de Paris, quoi. Il y a des démonstrations un peu comme les mecs sur TikTok qui font ça en live et en fait au lieu de les filmer eux, il va filmer toujours les gens qui regardent et ça je trouve ça grave intéressant. Tu vois que c'est sa patte qui commence à arriver, quoi, s'intéresser vraiment à l'espace et à la manière dont on reçoit des histoires plutôt que de ceux qui les disent. D'ailleurs c'est Godard qui disait on filme pas assez les gens qui écoutent au cinéma, bah fallait regarder les trucs de Piala, voilà, désolé. Du coup voilà, c'est intéressant et aussi parce que tu sens que c'est un mec qui s'amuse avec sa cam et c'est un truc qu'il va moins faire du coup Piala par la suite parce que bah, c'est des trucs avec filmé à la pellicule avec des grandes caméras, il a moins ce luxe là, mais là je sais même pas si c'est fait au Super 8, mais en tout cas c'est vraiment filmé avec une petite caméra et tu le vois où en gros il s'amuse à faire des inserts, à limite à courir avec la cam, tu le vois dans des reflets et tout et je trouve ça trop cool c'est un truc de documenter la vie de Piala, quoi, aussi de ça montre qu'il était présent, quoi. Ça rappelle ça de le voir dans un reflet, moi je trouve ça bien, voilà. Je suis pas le mec d'Allociné qui aurait écrit fort accord, voilà, je vous le dis.
Du coup, ça c'est trop bien. Van Gogh, c'est génial parce que Piala, intérêt spécifique de Van Gogh, il était totalement fou de Van Gogh. Il le cite dans Nos Amours, il le cite tout le temps. Il a fait un film sur Van Gogh qui est le dernier que je n'ai pas vu de lui d'ailleurs, parce que j'ai trop du mal. Voilà, j'ai pas envie de finir la filmographie de Piala. Ça me rend triste. Donc lui, il est super aussi. Agnès Varda tourne parce que super, parce que ça documente bien, en fait pareil, hein, la présence de Varda sur les tournages. En plus, elle est trop stylée. On voit Jacques Demy aussi, on voit Michel Legrand. Incroyable. Et Luc Dunum, je le trouve super aussi. En gros, c'est sur Lyon. Donc c'est vraiment sur Lyon, quoi. Et en gros, une sorte de limite, on dirait un truc d'office de tourisme de Lyon, mais vraiment trop bien fait parce que c'est vraiment s'intéresser à comment la ville est construite, quelle est l'aura de la ville, quoi. Un truc qu'on verrait pas forcément en vidéo. Et je trouve ça super cool. Et je vais pouvoir vérifier ça dès le week-end prochain et ça me régale. Et ceux qui sont moins bien, c'est évidemment lui, là. En Bretagne, là. C'est un film sur un barrage. Et c'est nul à chier, genre. C'est vraiment chiant, quoi. Je sais pas si ça vient de lui ou pas, mais on a l'impression qu'on l'a forcé à devoir expliquer le fonctionnement du barrage. C'est insupportable. T'as des schémas, là, c'est pas sorcier. C'est nul à chier. Et sinon, les autres sont, on va dire, mid. La Camargue, j'ai bien aimé. C'est sur pas la corrida, mais en gros, les courses de chevaux, un peu. Voilà. Bon, je parlais que Brown Bunny n'était pas assez radical. Et j'ai vu, il y a 3-4 jours, un film très radical. Et je m'attendais pas autant à aimer. Nowhere de Greg Araki. Exceptionnel film. Ça me fait trop plaisir de découvrir des trucs que j'aime pas d'habitude parce que moi vous connaissez mes dogmes, hein, c'est pas de musique, c'est des acteurs amateurs. Bon, en vrai là pour le coup on n'est pas loin parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui n'ont pas beaucoup joué après. C'est un truc assez sobre, voilà, des Michel Franco. Et là il y a un truc totalement épileptique dès le début qui se calme heureusement par la suite, mais qui m'a fait flipper d'ailleurs au début de oulala, est-ce que je vais réussir à aimer ça parce que franchement c'est rapide quoi, c'est un peu clipesque et tout, mais au final c'est pas du tout clipesque, c'est juste visuellement dingue, ça c'est vrai. Ça parle en gros Nowhere de un groupe d'adolescents dont Dark qui est un peu le personnage principal, mais en vrai c'est tellement un truc qui tourne autour de tous les personnages que voilà quoi, c'est assez égal quand même, et en gros de tous leurs doutes quoi, de l'adolescence quoi, de la drogue, du sexe, de la foi un peu et je trouve ça super fort parce que certes il y a un truc très faux, je vais vous montrer des images, je trouve que c'est intéressant de montrer des images de ce film, mais c'est un faux volontaire, un peu comme dans certains films de Lynch, un peu comme dans les films de Léos Carax avec beaucoup de trucs VHS, et donc c'est vraiment ça a été fait en 2003 je crois, c'est ça, non 97, donc c'est vraiment les années 90 quoi, et absolument génial. Les décos, enfin le cadrage. Est-ce qu'on a un plan sur les chambres? J'aime trop. Non, pas là, voilà. Genre le mec, ça c'est sa chambre, ça. Je trouve ça absolument fou. C'est tellement irréaliste, mais du coup, on n'est pas dans un cinéma qui veut faire croire qu'il montre le réel tout en faisant de la merde. Là, il est en mode j'en ai rien à foutre parce que c'est pas ça dont je vais parler. Et du coup, c'est là que c'est génial, je trouve. Il y a un truc de je vais mettre des trucs en scène et montrer aussi du coup l'adolescence dans sa performativité, parce que c'est le mot à la mode là, performative male, bon il est rigolo et tout, moi je trouve pas vraiment consistant sociologiquement, mais bref, mais la période où on est le plus performatif parce qu'on a besoin de prouver, de se rassurer, de vivre dans le regard de l'autre, c'est l'adolescence, et du coup c'est pour ça que là c'est autant stylisé, je trouve. Ils sont tous ultra, c'est que des performatifs, genre ils ont un style ultra marqué, ils ont des chambres de fous, ouais du coup voilà quoi, ça montre trop bien le nihilisme quoi, ils sont tous perdus. Ils sont dans des relations auxquelles ils croient pas vraiment, ou alors ils en souffrent, ils ont pas de repères, ils sont tous accros à la drogue. Donc en fait la seule manière d'arrêter, c'est de faire de continuer à vivre, c'est de... Oui, ils sont à Los Angeles, mais même ça, il y a un truc que j'aime bien aussi, c'est que du coup Los Angeles c'est pas forcément montré. Il y a un truc de faux Los Angeles, vraiment l'image qu'on se fait de Los Angeles, comme dans les films de Lynch aussi quoi, je trouve. Et je trouve ça super beau. Et dans les films de Léos Carax aussi, notamment Annette. Mais du coup ouais, visuellement assez fou, avec un rythme vraiment très cut au début, très montage rapide, mais qui sait se calmer dans des moments où il le faut, qui sait même se séparer de musique. Ça, c'est ça qui me faisait flipper au début. Je me disais, ok, on va se taper tout ça, même si les goûts en musique sont absolument dingues, genre il y a du slow dive dès le début. Mais même quand il n'y a pas besoin, en fait il le fait quoi. Il coupe sa musique et ça marche super bien. Donc j'aime trop ce truc de tu sais jamais vraiment où te situer quoi. Et du coup, il y a des scènes super émouvantes. Il y a un personnage qui se tue de la même manière que Sylvia Plath, voilà, hein, pour ceux qui savent. Voilà, il y a une métaphore un peu du sida parce qu'on en parle beaucoup à travers un dinosaure. Je sais pas si c'est vraiment un truc qui est vraiment repris dans la culture, et moi j'avais vu un autre truc, je sais pas si j'aimerais aujourd'hui, hein. J'avais vu sur Mubi il y a 3-4 ans une sorte de court-métrage clip qui s'appelait Idios, I2 quoi, de je sais plus quoi, Oliver Sim, ouais c'était ça. Je sais pas comment j'étais tombé sur ça, je sais pas si j'aimerais, hein. Mais il y avait aussi ça en fait, il y avait ce truc de reprendre le sida, cette métaphore du lézard, du dinosaure, et du coup j'étais en mode ok bon, je pense que c'est une réécriture de ce film-là, quoi. Et du coup, je pense que voilà. Mais du coup, ouais, c'est assez touchant et c'est très nihiliste parce que on est à une époque où, comme aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, un peu. Enfin, la jeunesse est tout le temps un peu nihiliste parce que si on a peur, un peu. Voilà, faut dire la vérité, quoi.
C'est vraiment une phrase de fou, je viens de dire là. Hein. Putain, waouh. Mais du coup, ouais, il y a plein de symboles assez forts en fait. Il y a plein. Le fait qu'il passe tout le temps par des fenêtres, donc c'est vraiment l'adolescence, quoi. C'est la fugue, c'est le fait de passer par des fenêtres. Même quand il n'y a pas besoin, même quand il n'y a pas leurs parents chez eux, ils passent par des fenêtres parce que faut passer par des fenêtres. Et les seuls qui utilisent des portes, en fait, c'est les adultes au final. Et je trouve ça intéressant. Peut-être que c'est ça l'adolescence, c'est utiliser des fenêtres. Qui sait. Et l'adulte l'âge adulte, c'est d'utiliser des portes. Voilà, c'est la phrase que je vous donne ce soir. Mais du coup, à Nowhere de Araki, vraiment exceptionnel. Je m'attendais pas. Parce que franchement, moi, c'est pas le genre de film que j'aime d'habitude. Et bah là, il m'a bien cloué le bec. Voilà. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre ? J'ai vu Mélancolia. J'ai vu Mélancolia de Lars von Trier. C'était mon tout premier. Du coup, avec Kirsten Dunst et Charlotte Gainsbourg, qui a un peu mauvaise presse ces derniers jours, Charlotte Gainsbourg. Ça parle en gros d'une fille, une femme en fait. Je suis un malade, moi, quoi. D'infantiliser les femmes. Qui, en 2 parties, du coup, le film. Première partie, elle se marie et elle ruine son mariage. Deuxième partie, il y a une planète qui se rapproche et qui va exploser la Terre. Enfin, c'est ce qu'on croit, puis en fait on n'y croit plus, puis en fait on y recroit. Et du coup, la première partie est sur elle, la deuxième partie est sur Charlotte Gainsbourg un peu. Mais c'est un film totalement autobiographique. J'ai pas grand chose à en dire, je vous redirige surtout vers la vidéo exceptionnelle de Paco Mtiaïman sur le film. Parce que Paco Mtiaïman est beaucoup trop fort. Et il dira beaucoup mieux les choses que moi, puis c'est vraiment un format écrit, monté, enfin c'est trop fort. Mais il y a un truc très autobiographique par rapport à la personne qui était Lars von Trier, par rapport à ça, enfin qui est d'ailleurs, ce qui est toujours là. Qu'est-ce qu'est sa carrière, et du coup il le met en parallèle avec d'autres de ses films et tout. Là, il peut y avoir de la nudité, j'ai très très peur, donc je vais peut-être éviter. Mais du coup, c'est mon premier Lars von Trier et j'ai vraiment adoré, j'ai envie d'en voir d'autres, j'avoue. Et même, en fait, j'ai vu un truc assez intéressant, c'est que je sais pas pourquoi, je saurais pas l'expliquer, mais je me suis retrouvé devant Mélancolia devant la même posture que quand je regarde un Apichatpong. Une posture très active et très évasive à la fois. C'est-à-dire que j'avais envie de penser à d'autres choses. Et je trouve ça génial. Hein. Moi, je suis pas là pour dire qu'un film est pas assez divertissant. Si un film me fait penser à d'autres choses, pour moi, c'est qu'il est d'autant plus riche. Et du coup, ouais, je pensais à d'autres choses. Mon cerveau se perdait un peu et j'ai trouvé ça vraiment génial. Elle ruine son mariage. En fait, ça rappelle Lars von Trier, qui a ruiné sa Palme d'Or en disant qu'il aimait Hitler. Bon, bref. Mais voilà, au final, un film aussi qui est assez optimiste, qui est pas du tout nihiliste, même si ça parle de la fin du monde, je trouve. C'est célébrer la vie en fait, c'est le renversement des valeurs, voilà, c'est le carnaval, faut le savoir. Du coup, ouais, Mélancolia, j'ai pas beaucoup à en dire, mais je vous le conseille, mais je pense que c'est un film que quand même beaucoup de gens ont vu. J'ai assez tardé avant de le voir. Du coup, voilà. Ensuite, un film plus oubliable, Shiva Baby. Je m'attendais à rien. Hein. Et j'étais quand même déçu. Ça parle d'une meuf qui arrive à une fête religieuse juive. Au début, on voit qu'elle se prostitue avec un mec. Et en fait, elle recroise ce même mec à la fête de famille. Il est derrière là. Et du coup, c'est un truc un peu anxiogène de oh là là, est-ce que le secret va tenir ou pas ? Et du coup, j'ai pas aimé parce que je trouvais ça trop lourdeau en fait. Trop la tension va arriver avec la musique. Un peu très, très prévisible et ça me saoulait juste. Voilà. Genre vraiment. C'est oubliable quoi. Il y a quelques moments où genre ça m'a mis en mode oh je suis gêné, mais comme un épisode de The Office quoi. Pour autant je vais pas le log sur Letterboxd. Donc désolé, mais Shiva Baby très oubliable comme film, c'est vraiment pas dingue. Ah là on arrive sur les bons films par contre, alors attention. J'ai regardé il y a genre une semaine Song of Avignon, qui est mon premier film de Jonas Mekas. C'est un court-métrage, parce que c'est un mec en fait qui a inventé, on va dire, en tout cas il a popularisé le journal filmé. Le journal filmé, c'est un peu comme les films d'Alain Cavalier ou de Chantal Akerman, quand même, qui sont plus connus. Pas tous, mais certains. Song of Avignon, du coup, c'est un truc assez intéressant. C'est le journal filmé. C'est qu'il a filmé toute sa vie, on va dire, pour vulgariser avec de la pellicule. Et il en a fait plusieurs projets, dont un qui est un peu son projet majeur, qui s'appelle As I Was Moving Ahead. Bref, je sais plus comment ça se finit. Mais celui-là, du coup, c'est un film de 9 minutes. Donc très très court, et qui raconte en fait un truc qui s'est passé en 66, c'est quand il avait 40 ans, parce qu'il est très très vieux, hein, il est décédé il y a pas longtemps à 94 ans, Jonas Mekas. Il était complètement perdu quoi, il était au milieu de sa vie, enfin il le savait pas, il pensait même qu'il était proche de la fin d'ailleurs, et il était complètement perdu. Genre il sentait qu'il y a quelque chose qui se passait mal, et du coup il raconte ce voyage là, et du coup la forme du film c'est qu'il y a des images de l'époque, et il y a une voix qui dit, en gros qui lit son journal de l'époque. Et du coup moi je trouve ça grave intéressant dans un premier temps, c'est qu'en fait c'est pas un truc qu'il fait à l'époque. C'est un truc qui revient 30 ans après dessus. Et pour moi, déjà, je trouve ça intéressant d'avoir ce rapport-là à la vie, en fait, de toujours essayer de faire des rappels en arrière pour voir d'où on vient et où on est, quoi. Et aussi, je trouve que c'est d'autant plus porteur d'espoir, en fait. Parce que le film, vraiment, porte un désespoir assez fou. Genre, tu sens qu'il est vraiment dans le mal. Il ne croit plus en rien, quoi. Enfin, il y a un peu d'amour hein, qui peut le sauver, on va dire, à la fin. Mais vraiment, il est... Vous verrez le texte. Enfin, d'ailleurs, on peut regarder parce que Léa s'est amusée à recopier tout le texte dans sa review Letterboxd. Elle est complètement folle. Mais, non, mais c'est de la folie, hein, désolé, mais bref. Complètement malade. Hein. Mais bref, ouais, this feeling of going nowhere, of being stuck. Ouais, voilà quoi. Le mec est pas bien, mais c'est pas fait au moment où il est pas bien. Enfin, ça se trouve, il était pas bien non plus 40 ans après. Mais en tout cas, c'est 20 à 30 ans après. Et du coup, c'est porteur d'espoir. C'est en fait, voilà ce que j'ai été et ce que je ne suis plus. Et je trouve ça super beau. Et du coup, voilà, moi, ce film, vraiment, moi, je l'ai vu, je m'attendais pas à être autant touché. Je le trouve exceptionnel. J'ai l'impression qu'il avait été fait pour moi, en fait. Et je trouve ça trop beau. Ça rappelle, encore une fois, pour faire une référence à Paco Mtiaïman, parce qu'il fait très, 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 très souvent cette phrase, une phrase de Sohrawardi,
qui disait lis le Coran comme s'il avait été écrit que pour toi. Bah moi en fait là j'ai vu Song of Avignon comme s'il avait été fait que pour moi. Et j'ai trouvé vraiment un truc très transcendantal quoi en fin. Et du coup ça va faire un beau parallèle après avec Sirat parce que les gens peuvent, même Boy Godot peuvent défendre ça en mode oui ça permet de des fois avoir une sorte de remise en question par rapport à la légèreté de la vie et le fait que ça tient à un film. Mais désolé mais pour moi les moments de remise en question ça se passe jamais au cinéma par le sensationnalisme en fait, comme ça sera le cas dans Sirat. Ça se passe dans l'intime et ça c'est un film très très intime. Désolé, la remise en question, c'est quelque chose d'introspectif en fait. Genre, donc c'est forcément tout seul qu'on le fait, ou alors entouré, mais dans un cadre intime, pas dans un cadre où on explose, où on est dans le désert et il y a des bombes qui explosent. Enfin, désolé, enfin bref, on va y venir après de toute façon. Ça, il le dit aussi dans. Oui, bah voilà, bah, il est pas très bien, le monsieur, mais bon. Après, il a vécu 94 ans quand même. Hein. Franchement, bravo à lui. Hein. Enfin, j'espère qu'il a kiffé. Mais du coup, ouais, moi, j'ai vraiment eu l'impression qu'il avait été fait pour moi, le film. J'avais adoré. J'y pense encore, quoi. Et ça m'a fait aussi réfléchir au journal filmé. Parce que c'est un truc que je fais beaucoup. Moi, je filme très souvent avec un caméscope. Et je me disais, d'ailleurs j'ai oublié d'en parler quand je parlais de The Brown Bunny, il y a un côté très narcissique dans le film mais je le trouve intéressant, contrairement à Sorry Baby, parce que du coup ça montre quand t'as plus que toi en fait t'es obligé de faire qu'avec toi et du coup de combler ça. Puis aussi le fait que Vincent Gaillot soit un fou. Mais du coup on pourrait se dire aussi que le journal filmé c'est quelque chose de narcissique en fait, c'est en mode bah tiens je documente ma vie et prenez-la parce qu'elle est importante. Mais moi je le vois aussi dans un autre sens, je vois aussi bah en fait je n'ai que ça, c'est un truc de dépossession en fait, je n'ai que moi, je n'ai que mon expérience, donc je vous la donne parce que j'ai envie de créer des choses et je peux pas non plus forcément créer à partir d'autrui. Jean Eustache c'est ça, il parle que de lui quoi. Ouais voilà c'est ça, il a été dans des camps de travail et tout, il a une vie de fou Jonas Mekas, j'ai vu ça, c'est absolument dingue. Et du coup il y a ce truc de dépossession de je n'ai que ça et aussi de croire, moi c'est quelque chose que j'ai compris quand j'ai commencé à me renseigner en philosophie et c'est ce qui m'a un peu sauvé dans mes états d'âme, c'est le fait de croire de comprendre que comment dire l'expérience humaine a une universalité en fait. Ce que je vis, quelqu'un d'autre va le vivre aussi. Et c'est d'autant plus rassurant, en fait, on n'est pas tout seul. Et pour moi, c'est ça qui est dit aussi dans le journal filmé. C'est je pars du principe que ce que je vis va vous toucher parce que peut-être qu'on est pareil, en fait. Donc c'est pas narcissique au final. Voilà, moi je trouve ça super beau. Du coup, Song of Avignon, bravo. Et maintenant, là, il y a le gros du sujet. Là, il y a Sirat maintenant.